Ça, je l'ai dit. Comment avez-vous découvert donc les Boni de la Guyane? Juste avant d'arriver donc en Guyane, en Martinique en juillet 94, je travaillais d'abord à France 3, à France Télévisions à Paris, où je présentais aussi le journal donc dans différentes régions, à Strasbourg, au Mans, à Reims, dans différentes régions. Et puis après, j'étais travaillé à Paris. Et on m'a demandé de venir travailler en Guyane, de présenter le journal en Guyane, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pendant un an. Et donc je suis arrivé en juillet 93, en septembre 93 en Guyane. Et dès que je suis arrivé à la rédaction, il y a des collègues guyanais qui m'ont dit « Mais toi qui es d'origine africaine, ce serait bien que tu ailles sur le fleuve, parce que là-bas, il y a des Guyanais comme nous, mais qui ne sont pas tout à fait comme nous, parce qu'ils sont restés très africains. Et ce sont des Dahoméens, c'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai dit « Mais pourquoi pas ?» Sans plus. Sans plus. Et donc, j'ai pris un taxico. Le taxico, c'est l'équivalent du Baka, sur 250 km. Arrivé donc à Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai pris une pirogue sur 2 heures. Et en arrivant dans ce village, le premier village Boni qui s'appelle La Patou, là j'étais vraiment saisi parce que je suis tombé vraiment sur un autre monde. J'étais plus en Guyane, mais en Afrique, avec des femmes qui avaient des seaux sur la tête, avec des femmes qui portaient des bébés au dos. Et en avançant dans le village, je tombe sur un couple qui arrive donc devant une maison, puis qui frappe, qui fait « Coco ». J'ai dit « Tiens, ça je connais ce chose-là ». La dame qui sort, et puis qui fait « Atou ». J'ai dit « Tiens, mais je connais ça aussi ». Ils sont peut-être pas seulement que dahoméens. Et donc je vais voir le capitaine, le chef du village, et c'est là qu'il m'explique qu'effectivement leurs ancêtres venaient du Togo, du Congo, de l'Angola, du Ghana, du Dahomey et de la Côte d'Ivoire. Des Agnis et des Baoulés. Et donc à partir de là, j'ai commencé donc à faire toutes mes recherches. J'ai trouvé des jeunes qui s'appelaient Kwame, Kwaku, Afiba, les mêmes noms que chez nous. J'ai rencontré des vieux qui m'ont raconté l'histoire de, non pas de Kakou Ananzé, eux ils disent Kakou Ananchi. Donc raconter ces histoires. Et donc à partir de là, j'ai commencé à travailler sur cette question-là parce que j'ai été subjugué, frappé de découvrir en direct que ces personnes-là venaient pour partie d'entre eux de la Côte d'Ivoire et qui étaient des Agnis et des Baoulés. Est-ce qu'ils ont pu... Merci. Est-ce qu'ils ont pu vous donner suffisamment d'informations sur leur identité, sur leur parcours? Eux, ils ne savent pas grand-chose parce que tout ce qu'ils savent, c'est qu'il y a une transmission qui s'est faite entre eux, entre leurs traditions, notamment la tradition du dieu suprême qu'on appelle Nana, là-bas aussi, qui est leur dieu, qu'ils célèbrent donc à travers des autels qu'ils plantent dans la forêt. Pour célébrer Nana, ils sont passés par un autre dieu intermédiaire qu'on appelle le Choueli. Et donc, eux, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ont juste des traditions qu'ils ont perpétuées depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà. Et nous, qui avons la chance justement d'être originaires de ces pays-là, moi de la Côte d'Ivoire, mais d'autres qui peuvent venir d'Angola ou du Congo, de pouvoir identifier dans leur culture ce qui vient de chez nous, et en plus en travaillant avec les archives, notamment les archives françaises et surtout les archives hollandaises, parce que ces gens-là étaient d'abord au Suriname où ils étaient donc esclaves, ils se sont ils ont cassé leur chaîne au Suriname, ils ont combattu les Hollandais, donc les archives essentielles sont hollandaises, et donc j'ai pu travailler sur les archives hollandaises et travailler sur les archives donc françaises pour pouvoir donc savoir précisément effectivement de quelles origines étaient donc toutes ces personnes, notamment donc Agnis et Baoulés. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est après tout ce temps, ils n'ont pas réussi quand même à se laisser influencer par leur environnement. Comment est-ce qu'ils ont réussi à sauvegarder la forêt, cette la culture? forêt. C'est-à-dire qu'on a l'impression de reproduire la même histoire que l'histoire d'Ablapoku. Donc ces Akans partis donc des Ashantis partis du Ghana, qui traversent donc la Comoé et qui donc traversent la forêt avec tous les risques que ça comporte. Et eux de la même façon, cette femme qui part donc de chez nous, qui arrive là-bas, qui donne naissance dans la forêt à un enfant qu'elle appelle Boni, justement, en souvenir de ses origines Akans, qu'elle lui donne naissance donc à cet enfant-là qui s'appelle Boni. Et puis donc quand ils font la guerre aux Hollandais, ils sont après pourchassés parce qu'ils ont d'abord infligé beaucoup de pertes aux Hollandais. Quand les Hollandais ont vu qu'il y avait un péril à la demeure, ils ont fait venir 1200 soldats et c'est comme ça qu'ils ont pu battre les Boni. Et les Boni donc se sont reflués vers la Guyane, du Suriname vers la Guyane, et de la même façon, ils ont traversé un fleuve. Comme la reine Pokou, ils ont traversé le fleuve Maroni pour s'installer de l'autre côté, à l'abri, donc en Guyane. Alors, quand on est journaliste et pas historien, comment est-ce qu'on réussit à produire une telle œuvre? Les archives, de toute façon il n'y a pas de secret, ce sont les archives, ce sont seulement les archives qui nous permettent d'avoir des précisions sur les uns et les autres. Et les archives hollandaises sont très prolixes justement, ont beaucoup d'éléments sur Boni, sur ce chef qui a fédéré justement tout ce groupe d'esclaves insurgés, donc des esclaves qui venaient à la fois donc du Togo, du Dahomey, du Ghana, du Congo, de l'Angola, du Cameroun. Il les a fédérés, il leur a donné son nom, donc ce nom Akan, qui était le nom de toute la tribu, et ils ont mixé leur culture. On peut dire vraiment que les Boni sont les premiers panafricains. Et ça vous a pris combien de temps
toutes ces recherches-là? Moi j'ai d'abord travaillé donc il y a 20 ans déjà là-dessus, quand j'ai fait effectivement donc à la fois cette rencontre chez eux en 1994. Il a fallu organiser aussi le voyage du retour où pour la première fois j'ai ramené une dizaine d'entre eux en Côte d'Ivoire. C'était un événement en 94, en avril 94. La salle du CCF était archi pleine. On a fait un voyage triomphal à Tiasalé où ils ont été reçus par les Boni de Tiasalé. Ils ont été reçus également à Boisseau. Et puis donc après je suis passé à autre chose parce que je m'intéresse à beaucoup d'autres choses, notamment sur les Noirs dans les camps de concentration, sur Aimé Césaire que j'ai connu à la Martinique. Et puis 20 ans après, je me suis dit mais c'est pas possible. Chaque fois que je reviens à Abidjan, tout le monde me demande et les Boni, que deviennent les Boni? Et j'ai pensé qu'il était important de boucler la boucle en faisant un livre qui raconte un peu tout ça. Et donc effectivement, ça a mis beaucoup. Mais justement, la question, je vous la ramène. Que deviennent les Boni? Est-ce que le fait d'être venu aux sources, de connaître leurs ancêtres entre guillemets, est-ce que cela a changé, véritablement changé? Moi, je dis toujours que des gens qui savent d'où ils viennent sont déjà complètement différents de ceux qui ne le savent pas. Ils savent qu'ils ont plusieurs origines, mais au moins ils ont pu identifier des origines à Caen, très précisément, et ça c'est important pour eux. Et je vois bien, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui étaient venus ici, notamment l'un d'entre eux qui s'appelle Jean Moussa, avec qui je corresponds, ils me reparlent toujours de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment émerveillés de ce qu'ils ont vécu ici, parce qu'ils ont retrouvé une partie de leurs racines. Et c'est important. Maintenant, peut-être que d'autres iront aussi en Angola, au Congo, mais déjà ce qu'ils ont trouvé ici, ça a contribué à les fortifier. Et c'est important pour eux, parce que la première fois que je suis arrivé donc, dans ce village à Patou, je vais voir le capitaine, le chef du village, et je lui demande mais vous venez d'où? Il dit on ne sait pas. On ne sait pas d'où on vient. Et on sait qu'on vient de plusieurs pays d'Afrique. On connaît les noms comme ça, mais on ne sait pas d'où on vient. Et il me dit à un moment donné quelque chose qui m'a beaucoup peiné quand je suis parti. Il m'a dit, mais c'est comment en Afrique? Est-ce qu'il y a la neige là-bas? C'est-à-dire qu'il connaissait tellement peu l'Afrique qu'il parlait de choses. Voilà. Mais ils avaient envie de connaître. Et justement, moi, mon souhait, c'est d'établir ce pont-là. Ils ne vous connaissaient pas, je suppose? Si, parce que moi, je passe à la télévision. Puisqu'ils vivent dans la forêt, je ne sais pas si là-bas, ils ont quand même la télévision dans la forêt. Voilà. Donc, je présentais le journal, donc les gens me connaissaient. C'est pour ça qu'ils sont facilement ouverts à moi et qu'ils ont discuté avec moi. Mais ce qui est important pour moi, c'est pas tant ma personne, c'est comment on peut faire ensemble pour établir des ponts entre nous, la Côte d'Ivoire, et tous ceux qui sont partis, qui se retrouvent aujourd'hui pour certains donc en Guyane, d'autres au Suriname, aussi dans d'autres îles de la Caraïbe. Il y a un grand chef dans la Caraïbe qui s'appelait Kofi, qui était l'un des plus grands insurgés donc dans la Caraïbe, qui s'appelait donc le chef Kofi. Il y a une statue donc de lui dans certaines îles de la Caraïbe. Et puis donc à établir un lien pour que nos enfants, nos jeunes ici savent que l'histoire de la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas qu'aux frontières de la Côte d'Ivoire. Cette histoire, elle va plus loin, puisque des gens d'ici ont été déportés. L'esclavage nous a concernés aussi. Il n'y a pas que Gorée, il n'y a pas que le Ghana, il n'y a pas que le Fort Elmira. Nous avons été concernés. Il faut savoir que les Hollandais seulement ont déporté 95 000 Ivoiriens vers ces pays-là. Rien que les Hollandais, on pense toujours aux Français, mais on oublie qu'il y avait des Hollandais qui ont déporté des gens, les Anglais, les Brandebourgeois, donc les Allemands grosso modo, les Danois, ils sont tous venus ici pour déporter les Ivoiriens. Et rien que les Hollandais ont envoyé 95 000 personnes, et ça il faut le savoir, donc c'est important de savoir ce que sont devenus les gens qui sont partis d'ici, qu'ils soient Agni ou Baoulé, pour le cas des Boni, ou autres. Et dans votre œuvre, vous avez voulu faire allusion à Akwa Boni dans l'histoire. Quand on nous raconte l'histoire d'Abla Pokou, personne n'en parle. C'est dommage qu'on ne parle pas d'elle. La nièce d'Abla Pokou, pour moi, joue un rôle essentiel. Parce que c'est elle qui est vraiment le soutien d'Abla Pokou. Et Akwa Boni joue un rôle essentiel. Et je me suis dit, il y a quelque chose il n'y a peut-être pas de hasard. La mère de Boni vit à la même époque que cette histoire donc des odes entre Akwa Boni et Abla Pokou. Et je me suis dit que forcément dans sa jeunesse africaine, il y a dû avoir un lien donc avec ça. Et on s'aperçoit aussi également d'une chose qui est extraordinaire. Boni naît la même année où meurt la reine Pokou en Côte d'Ivoire. Lui il naît en Suriname la même année. Et on s'aperçoit aussi que la mère de Boni a eu 2 enfants plus Boni. Et il y a une tradition à Tiasalé, à l'époque, quand il y avait 2 enfants qui naissaient, 2 garçons, le troisième on l'appelait Boni. S'il y avait 2 filles qui naissaient, le garçon on l'appelait Boni. Et elle a eu 2 enfants et le troisième elle l'appelait Boni. Il y a forcément des corrélations entre tout ça. Est-ce qu'en écrivant cette œuvre, vous ne vous êtes pas dit, avec le temps, l'histoire ne serait-elle pas déformée? Est-ce que c'était l'enfant d'Abla Pokou qui a été réellement sacrifié? Ça pouvait être ou ça aurait pu être l'enfant d'Akwa Boni.
Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur cette histoire. Tout ce qu'on sait sur l'Exode, c'est que le personnage de Ablapoku et d'Akwabonu ont réellement existé. Après, autour de ça, il s'est greffé beaucoup de fictions qui sont liées donc aux époques. On a dit même à un moment donné qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Effectivement, c'était le sacrifice de l'enfant d'Akwaboni. On a dit à un moment donné même que l'enfant est mort peut-être même de malnutrition ou d'autres choses. On a dit beaucoup de choses. La seule chose qu'on sait, c'est que le personnage d'Ablapoku et le personnage d'Akwaboni ont réellement existé. Alors, beaucoup d'écrivains et parfois même des historiens utilisent la voie de la fiction pour retracer l'histoire. Pourquoi vous avez choisi cette forme-là, cette forme romancée? Parce qu'on n'a rien, c'est-à-dire tout le reste est vrai. Toutes les archives sont vraies sur Boni, sur son parcours, mais on n'a rien sur sa mère. Et pour moi, je pense, surtout on n'était pas très loin du 8 mars, la journée des droits des femmes, pour moi la mère joue un rôle essentiel. La mère de Boni joue le rôle essentiel et c'est elle qui a été occultée dans toute cette histoire. Je me suis dit, il faut reconstituer son parcours. On a des éléments anthropologiques et des éléments d'archives qui permettent de reconstituer son parcours de cette femme qui était complètement oubliée. Et c'est ce que j'ai voulu faire, sur la même façon que ce que a pu faire Alex Haley lorsqu'il a fait Roots, il a fait Racine. Il a reconstitué à partir de quelques éléments comme ça, sans travestir la vérité, reconstituer le parcours de sa famille. Et je me suis dit qu'on devait faire une place importante à cette femme, parce que c'est grâce à elle que Boni est arrivé, c'est grâce à elle que le peuple Boni s'est créé, et c'est grâce à elle justement que ces gens ont pu se révolter contre l'esclavage. Et c'est aussi grâce à vous que l'histoire des Boni a été connue. Oui, Méliane. Merci beaucoup pour cette œuvre. Elle est riche. Et moi, ce que j'aimerais savoir, vous sachant élève d'Aimé Césaire, est-ce que dans cette histoire de Boni, on ne retrouverait pas quelques traits de négritude? Moi, j'ai fréquenté Aimé Césaire pendant une dizaine d'années. J'ai même fait un livre sur lui et je suis très heureux parce qu'on célèbre cette année, le 17 avril prochain, le 10e anniversaire de sa mort. La négritude correspond à quelque chose du passé, c'est-à-dire c'était un moment précis dans l'histoire où les hommes noirs étaient, comme on dit, chosifiés, considérés comme des biens meubles, n'avaient pas vraiment totalement toute leur place, au point que certains donc en nourrissaient un complexe. Et Aimé Césaire est arrivé avec Senghor et avec Damas et ont redonné donc toute la place à l'homme noir à travers justement toute l'expérience qu'ils ont donc de leur propre vécu, mais aussi de ce qui s'est passé en Haïti avec la révolte contre le régime esclavagiste. Et donc la négritude a eu sa part importante dans cette reconstruction de l'homme noir, lui donner toute sa place dans le monde. Aujourd'hui, on est passé à autre chose parce que c'était une époque, c'était un autre combat. Moi, je travaille plutôt sur la question de la reconnaissance de l'histoire des Noirs. Mais pas forcément qu'une histoire qui les valorise. Hein. Il y a aussi des histoires qui sont peut-être pas très belles. Hein. Quand j'ai fait un livre sur les Noirs qui ont été totalement hitlériens, qui ont pris fait et cause pour Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été des collaborateurs et qui ont été des nazis confirmés, c'est pas forcément très glorieux. Sombre bourreau, c'est aussi pour raconter ça. Mais il faut que nous connaissions notre histoire, avec ce qu'elle a de belle, de beau et de moins beau. Et donc c'est à ce travail-là que je m'attache. C'est vrai que Césaire est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. C'est vrai que Césaire quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. C'est vrai que mes conversations avec lui m'ont beaucoup nourri, mais j'essaie de passer à une autre étape qui n'est plus la sienne. À une époque, ils ont fait ce travail qui était nécessaire. Nous, on doit faire un autre travail maintenant. Ça demande forcément... Je vous laisse parce que... Alors, je suis curieuse de savoir, excusez-moi de revenir sur l'arrivée des Boni en Côte d'Ivoire. Je me demande, est-ce qu'ils sont restés, pour des gens qui ne connaissaient pas ou qui ne savaient pas d'où ils venaient, vu qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont découvert et tout, est-ce qu'ils sont restés? Et sinon, pourquoi? Non, ils ne sont pas restés pour une raison tout simple, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent en Guyane. Donc, pour qui on a organisé un voyage, en tout cas j'ai organisé un voyage d'une semaine pour leur permettre justement de connaître leurs racines. Après, d'autres sont revenus, sont revenus par eux-mêmes. D'autres Boni qui n'étaient pas avec nous sont venus aussi. Moi, mon souhait, c'est que ce soit quelque chose qui soit peut-être de façon plus forte, de façon à ce qu'il y ait des... Voilà. Après, bon, ça dépend aussi de comment est-ce que nos gouvernants comprennent ces choses-là, comment est-ce qu'ils font, peut-être dans le cadre de la route de l'esclave, sur laquelle travaille le ministère de la Culture, faire des choses qui permettent justement de créer ces liens et faire en sorte aussi peut-être que certains viennent et puis se disent, ben, je reste. Voilà. Je reste. Ok. Et on va les accueillir à bras ouverts. Merci. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. C'est signé Winston Churchill. Eh bien, c'est donc à juste titre que nous essayons de retracer l'histoire du groupe Akan et particulièrement l'histoire des Boni. Alors, on a été très émerveillés et très instruits d'ailleurs par tous ces éléments de réponse que vous nous avez donnés. Mais en même temps, on se pose la question de savoir, mais c'est un journaliste, comment est-ce qu'il s'y prend? C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'argent forcément pour ce genre
temps de recherche? Oui, ça coûte extrêmement cher. Puis surtout, il faut jamais se départir d'une chose, une règle d'or, les archives. Rien que les archives. Et j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai travaillé récemment sur un livre sur le samouraï noir dont on a parlé ici, et j'ai eu la chance d'avoir une équipe au Japon qui a pu me traduire des éléments en japonais. Et là, pour les Boni, j'ai eu la chance d'avoir une Guadeloupéenne historienne qui a pu me traduire des éléments en hollandais, parce que les archives sont en hollandais, puisque c'est surtout au Suriname qu'ils ont vécu. Et elle a pu donc me traduire ça, c'était important. C'est vraiment des éléments qui sont essentiels pour pouvoir travailler sur le bonnet. Donc les archives, et puis pour le reste, après, on essaye effectivement de trouver des contributions pour pouvoir faire ça. C'est pas facile. C'est dommage peut-être que... Il y a des annonceurs qui vous accompagnent quand même. Il y a eu quelques personnes en Côte d'Ivoire qui m'ont vraiment aidé. Ce n'est jamais assez, mais c'est toujours ça, de prix. Et d'ailleurs, je vais la semaine prochaine à Yamoussoukro pour m'entretenir, en tout cas pour faire une conférence avec les chefs coutumiers et les rois sur les bonis, les rois donc Akan qui vont se retrouver, Agni et Baoulé qui vont se retrouver parce qu'ils veulent savoir plus. À l'invitation donc du ministre Jeannot Ahoussou, je vais aller là-bas pour pouvoir leur parler de ça dans le cadre de Paquinou, c'est important. Et donc il y a eu des gens aussi qui m'ont aidé effectivement, donc aussi bien la communauté antillaise ici que des particuliers comme Dominique Diagou, comme d'autres personnes, en tout cas des gens qui se sont mobilisés pour faire en sorte que ce livre puisse exister. Ce n'est jamais facile, ce n'est jamais assez simple, ce n'est jamais assez, mais peut-être qu'en faisant ce travail, cet effort, tôt ou tard, en Côte d'Ivoire, on comprendra que c'est important, la culture. C'est pas tout de construire des ponts, c'est pas tout de donner à manger aux gens, mais la première alimentation, c'est d'abord la culture. Et c'est important aussi que le ministre de l'Éducation... Et notre priorité, c'est pas la politique. C'est ça. Et voilà, c'est important aussi que le ministre de l'Éducation nationale le comprenne, plutôt que de faire des polémiques avec Billon, de se concentrer sur ça, se concentrer sur la littérature, sur la culture, parce que c'est ça qui est important, cette nourriture-là, qui est essentielle pour faire grandir les Ivoiriens. Évidemment que ces annonceurs-là vraiment viennent vers vous, hein, non, parce que si vous devez payer le transport de tous les bonis jusqu'ici, et puis eux, on sait que c'est le vin de palme, tout ça là, combien de bon, vraiment. Mais je vais dire du vin de palme là aussi, hein. Oui, oui, ils boivent. Quand ils viennent, ils boivent ça ici. Non, chez les bonis, ils boivent du vin de palme aussi. C'est basé, il n'y a pas son blanc, c'est la même chose. Mais ce que je veux savoir, c'est que j'aimerais que vous parliez d'archives tout à l'heure, c'est vrai, et bien vous avez été sur le terrain avec les bonis. Je vais savoir, est-ce que quelque part ils se disent quoi? Parce qu'ils sont venus, ils ont rencontré leur frère ici. Quelque part, s'ils se disent à quelque chose, malheur est bon. Est-ce qu'ils se disent que s'ils n'avaient pas été déportés de ce côté-là, si l'esclavage n'avait pas existé, ils ne seraient pas... Eux-mêmes, ils n'auraient pas existé aujourd'hui. Est-ce que quelque part, ils se disent Moi, je ne pense pas que tous ceux qui sont descendants d'esclaves puissent tenir un tel discours, parce que l'esclavage est un vrai drame. Un vrai drame, et bon, c'est vrai qu'on est de l'esclavage et qu'il faut maintenant faire avec. Mais c'est un vrai drame parce que c'est un traumatisme qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des gens, aux Antilles notamment, où je suis, où j'habite en Martinique, qui ont encore beaucoup de mal à vivre, à s'accepter parce qu'ils sont nés d'un drame. Et donc, je ne suis pas sûr qu'à un moment donné, ils puissent tenir ce discours-là, parce que ce drame-là les hante encore, pour beaucoup d'entre eux, souvent. Merci beaucoup. Merci. Méliane? Et moi, pour revenir au boni en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a plusieurs familles de boni qui existent. Est-ce que 20 ans plus tard, vous avez essayé de faire une corrélation entre ces deux familles-là? Mais moi, je sais que quand je suis venu ici en 1994, c'est pour ça que je dis, on en revient toujours aux politiques, hein, savoir ce qu'ils font. Quand je suis revenu ici, qu'ils ont été reçus notamment à Tiasalé par Madame Boni Clavry et par toute la famille de ces gens de Tiasalé qui étaient concernés par cette histoire. Il y avait beaucoup de promesses pour dire on va établir des ponts, on va faire des choses. Malheureusement, rien n'est fait parce que justement nos politiques ne comprennent pas encore l'importance, et je suis peut-être, j'insiste là-dessus, l'importance de ces faits culturels, de ces faits historiques. Il faut absolument travailler sur la culture parce que c'est ça aussi qui fera ce qu'on appelle l'Ivoirien nouveau dont on nous parle beaucoup. C'est ça aussi. Et cette culture-là, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent là-dessus. Et il y a 20 ans, on avait dit des choses. Et moi, justement, c'est parce que je voyais que rien ne se faisait que 20 ans après, j'ai voulu boucler la boucle et faire le livre qui va justement être quelque chose qui va ramasser un peu cette histoire-là pour que les Ivoiriens aient à leur disposition à un prix abordable, eh bien un livre qui parle d'eux, en parlant des autres, qui parle d'eux aussi. Merci infiniment. Et je vais terminer par cette maxime de Christine Suède qui disait, je cite, « La science du passé est ton passeport pour l'avenir ». Merci beaucoup pour ces cours magistrales que vous venez de nous donner. Eh bien, nous allons passer à autre chose, retrouver notre sage, le sage Sissoko, qui est déjà installé. À tout de suite.